il a été effectivement récompensé. Bien, il est Premier ministre, je dirais, de fait. La Constitution ne reconnaît pas, il faut être très précis, comment dirait-on, le texte, la fonction de Premier ministre. Il ne le reconnaît pas. D'ailleurs, l'article 230 de la Constitution du 25 octobre 2015, effectivement, supprime le poste de Premier ministre qui avait été dans l'article de la Constitution de Oui, mais je janvier pense 2000. que le poste de Premier ministre a été, je crois, reconduit dans la Constitution du 25 octobre 2015 à l'article 83 où c'est le président qui nomme le Premier ministre et peut mettre fin, évidemment, à ses fonctions. Et d'ailleurs, les membres du gouvernement sont en fait proposés par le Premier ministre. C'est ce que, si je ne me trompe pas. Oui, oui, Christian. Alors, là, les juristes, effectivement, pourraient apporter, comment dirais-je, de l'analyse beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Les choses sont relativement très claires. Le texte de la Constitution 2015 ne reconnaît pas l'existence du Premier ministre. Ça, c'est très clair. En revanche, la pratique, d'ailleurs, si vous regardez très bien, Christian, le Premier ministre a été nommé le 23 avril par décret. Donc, c'est pas le texte constitutionnel. Alors, justement, les turiféraires, effectivement, le président de la République, vont lire à partir du moment où, et là c'est assez intéressant, où le président de la République est chef de l'État et chef du gouvernement. Parce que si, quand vous regardez bien les libellés, il faut faire du juridisme aussi, quand vous regardez bien les libellés, on dit Premier ministre, chef du gouvernement. Non, le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État. Lucien, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque Anatole Collinet arrive, bon, il vient rencontrer donc cette pandémie, hein, qui a frappé presque le monde entier. Là encore, on pouvait comprendre, mais bien après, le Congo avait redémarré, les années 2022, 2023, le Congo a engrangé beaucoup d'argent pour son pétrole. Le pétrole était d'ailleurs vendu à plus parfois de 115 dollars le baril, hein, c'est 2002, 2022 plutôt. Donc ça veut dire que le Congo a engrangé de l'argent après que voilà, Anatole Kouliné-Makosso ait pris ce poste. Le constat, après il a parlé des 12 batailles, mais on peut donc passer ces 12 batailles en revue. On se rendra bien compte que même les premières batailles, donc la santé, s'il faut le dire comme ça, il y a eu l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, les Congolais peuvent témoigner là-dessus. Rien n'a marché. C'est un échec cuisant. C'est le moins qu'on peut dire. Et le voilà reconduit. À quoi va donc servir Anatole Kouliné-Makosso pour ce mandat-ci? Est-ce que c'est pour comme vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure, vous nous rappelez que c'est un jury, c'est pour servir de sale besogne, c'est-à-dire la modification de la Constitution, en y insérant le poste de vice-présidence et puis assurer très probablement la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils. C'est pour ça qu'il est là ou c'est parce que déjà sur le plan socio-économique, ben je peux me tromper, il ne fera rien. Il ne fera rien parce que dès qu'ils ont commencé après la prestation de serment, c'est-à-dire la cérémonie d'investiture, nous avons eu la première information et donc c'est un mandat qui démarre par le FMI. Donc, ils se sont encore tournés vers le FMI. Donc, on comprend bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cycle infernal, c'est-à-dire le surendettement chronique, et c'est une stratégie de domination. C'est un pays qui est sous domination. Donc, voilà pourquoi je pense, sur le plan socio-économique, on ne peut rien attendre d'Anatole Kouliné-Makosso. Et je posais donc la question de savoir s'il a été maintenu ou reconduit, est-ce pour ces sales besognes, c'est-à-dire assurer, s'activer autour de tous les mécanismes nécessaires pour assurer la succession de Denis Sassou Nguesso par, je ne sais pas si c'est son fils ou son petit-fils. Alors, Christian, je vous ai dit tout à l'heure que euh, constitutionnellement, le Premier ministre, et vous l'avez répété avec justesse, n'avait pas effectivement d'existence constitutionnelle. Son existence est politique, liée simplement au fait que le président de la République en tant que chef du gouvernement a voulu nommer un coordonnateur qu'il est. Bonjour Lucien Pambou.
Bonjour, Christian. Merci d'être là, diplômé de Sciences Po Paris, professeur de sciences économiques et politiques, cofondateur et premier secrétaire du Grand Conseil représentatif des associations noires. Vous êtes également journaliste. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, Christian. Merci. Alors, la nouvelle équipe gouvernementale, qui en réalité est une simple reconduction des mêmes hommes ou presque au Congo-Brazzaville pour accompagner le cinquième mandat de Denis Sassou Nguesso, a été annoncé hier vendredi 24 avril 2026. Elle compte au total 41 ministres, un chiffre qui me paraît, moi, excessif. Après, vous me direz si j'exagère. Pour un petit pays de 6 millions d'habitants, surtout plongé dans une crise multidimensionnelle. Certains experts, pour ne pas parler des observateurs de la vie politique du Congo, estiment qu'une réduction du train de vie de l'État s'impose en urgence afin de répondre aux nombreux défis sociaux économiques. Du point de vue financier, j'ai fait quelques petits calculs en me basant bien sûr sur la moyenne de salaire estimée à 13 millions de francs CFA mensuels par ministre, parce que je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus. Le Premier ministre, par exemple, gagne 25 millions de francs CFA mensuels. Les ministres d'État sont à 15-16 millions par mois. Alors, donc, je prends la moyenne de 13 millions de francs CFA. Cela représente une bagatelle de plus de 533 millions de francs CFA, plus d'un demi-milliard par mois, soit 6 milliards 396 millions de francs CFA par année. Dans le même temps, les pensions ne sont pas payées. Les fonctionnaires comptent près de 100 mois d'arriérés de salaire, les étudiants privés de leur bourse et les enseignants communautaires restés sans rémunération. Alors, je ne vous parle pas ici de la réalité. Dans nos hôpitaux, depuis un certain moment, et c'est ce que nous avons constaté, sont en grève à répétition. L'université Mariam-Wabé n'échappe pas à la règle. Alors, Lucien Pombourg, quelle lecture dans un premier temps peut-on faire de cet état de crise généralisée face, bien entendu, à la taille excessive, comme je l'ai dit tout à l'heure, du nouveau gouvernement congolais et à ses implications financières, bien sûr, dans un contexte, comme je venais d'ailleurs de le rappeler, où les besoins essentiels restent largement insatisfaits. Merci, Christian. Merci, Christian, de me donner la parole parce que ça permet de replacer les choses dans leur contexte. On attendait, après le discours de Kinshasa, une rupture fondamentale de la nouvelle gouvernance annoncée par le président Sassou. Or, on s'aperçoit que, en fait, on continue de faire du nouveau avec de l'ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les différentes propositions qui ont été faites par le président Sassou l'ont été déjà dans les années 2000. La question de l'eau, la question de l'électricité, la question d'améliorer les conditions de vie des Congolais, ce sont des mots, des concepts que l'on voit en fait traîner dans ces différents projets de société. Perspective d'avenir, chemin d'avenir, marche pour le développement, accélérons la marche pour le développement, on est en situation de redite permanente. Et là, on pensait à une rupture, la rupture ne s'est pas faite. Pourquoi? Elle ne s'est pas faite, d'abord, vous avez à juste titre évoqué le nombre pléthorique de ministres, 41 ministres. Mais 41 ministres, pourquoi faire, mon Dieu, dans un pays dont le FMI, le Fonds monétaire international, dit qu'il y a des fragilités économiques, il y a des fragilités en termes budgétaires, il y a des fragilités en termes monétaires. Voilà, avec le chiffre que vous avez donné, on a affaire à un gouvernement pléthorique. Il y a 41 ministres, il y a certains ministères qui sont redondants, on aurait pu les regrouper. J'ai en tête, par exemple, le ministère de l'économie et des finances avec le ministère de l'économie, du plan de la statistique, qui aurait pu être mis directement avec le ministre des Finances. Premièrement, vous avez un autre ministère, celui de l'environnement et du bassin de Congo de Madame Soudan, Nono, Soudan,
qui aurait pu être regroupé avec celui de Madame Matondo, qui est le ministère de l'économie forestière. Donc, voilà deux exemples relativement importants. Et puis, vous avez des ministres délégués. Vous avez M. Prince Baroula, qui est effectivement ministre attaché à M. Gakoso, ministre donc de la culture et du patrimoine. Vous avez M. Euh, Boko Kaba, qui est effectivement attaché à M. Hugues Ngoendele. Donc, on a là 41 ministres dont on ne sait pas quelle va être l'efficacité. Alors, quand tu dis dont on ne sait pas quelle va être l'efficacité, on la connaît un peu. Pourquoi on la connaît? On la connaît parce qu'on les a vus à l'œuvre. C'est pas en augmentant le nombre de ministres qu'on va être beaucoup plus efficace. Alors pourquoi le président le fait-il? J'ai développé, en effet, dans les différents sites, le concept d'antonomase concernant le président de la République. Le président Sassou est une antonomase. Pourquoi? Ce n'est pas une insulte, je le redis. C'est simplement l'idée de dire que finalement, euh, le président de la République du Congo, la République du Congo l'appelle Sassou, le Congo devient Sassou Sassou, pardon, devient le Congo à la place du Congo. Donc, c'est plus la République du Congo, c'est la République d'Antonomas. Donc, on a l'impression qu'il fait exactement ce qu'il veut et ce qu'il entend. Alors, pourquoi? Ben, si vous regardez bien l'histoire politique, effectivement, du Congo, chaque session, la constitution des gouvernements répond à trois critères très précis. D'abord, on commence par remercier et récompenser les amis politiques traditionnels. Ensuite, on remercie le clan et la famille et on remercie effectivement ce que j'appellerais la technopolitique. Le Premier ministre, à cause de je reviendrai là-dessus parce que constitutionnellement, il n'a pas le droit, je suis désolé, hein, d'exister. Il existe parce que le président de la République a décidé ainsi par décret. Mais j'y reviendrai parce que c'est très important pour que nos concitoyens comprennent. Donc, il a été nommé effectivement Premier ministre, bien entendu. Donc, c'est un techno qui est considéré comme quelqu'un de très, très fidèle, qui a été avec le président depuis fort longtemps. Mais bon, avant le président, il a été donc en situation de fonction avec Madame la première dame Thierry Antoinette, en étant directeur de son cabinet, et ensuite il est devenu ministre ministre au Congo donc de l'enseignement, et après cela, très très vite, bon, il est monté, si vous voulez, dans les arcanes du PCT, il a conduit la campagne du président de la République en 2021 et celle de 2026. Donc, il a été effectivement récompensé. Bien. Il est Premier ministre, je dirais, de fait. La Constitution ne reconnaît pas, il faut être très précis, comment dirait-on, le texte, la fonction de Premier ministre. Il ne le reconnaît pas. D'ailleurs, l'article 230 de la Constitution du 25 octobre 2015, effectivement, supprime le poste de Premier ministre qui avait été dans l'article de la Constitution de Oui, mais je janvier pense 2000. que le poste de Premier ministre a été, je crois, reconduit dans la Constitution du 25 octobre 2015 à l'article 83 où c'est le président qui nomme le Premier ministre et peut mettre fin, évidemment, à ses fonctions. Et d'ailleurs, les membres du gouvernement sont en fait proposés par le Premier ministre, c'est ce que, si je ne me trompe pas, Oui, alors, il propose et le président, voilà, prend acte pour. oui, Christian, alors, là, les juristes, effectivement, pourraient apporter, comment dirais-je, de l'analyse beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Les choses sont relativement très claires. Le texte de la Constitution 2015 ne reconnaît pas l'existence du Premier ministre. Ça, c'est très clair. En revanche, la pratique. Pardon, pendant qu'on est en train d'avancer, qu'est-ce que vous entendez par reconnaître le poste de Premier ministre? Qu'est-ce qui aurait dû être fait ou écrit? C'est-à-dire que la Constitution aurait dit que, comme dans celle de 2002 qui a été supprimée, aurait dit effectivement il y a un Premier ministre qui existe. Alors, quel est l'intérêt justement de ne pas l'inscrire dans la Constitution? Ça veut dire que le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement, donc ne peut pas subir une motion de censure. En Oui. revanche, il est responsable devant le président de la République
République, avec son gouvernement, et c'est lui seul, le président de la République, en effet, qui décide. D'ailleurs, si vous regardez très bien, Christian, le Premier ministre a été nommé le 23 avril par décret. Donc, ce n'est pas le texte constitutionnel. Alors, justement, les turiféraires, effectivement, le président de la République, vont dire à partir du moment où, et là c'est assez intéressant, où le président de la République est chef de l'État et chef du gouvernement, parce que si quand vous regardez bien les libellés, il faut faire du juridisme aussi, quand vous regardez bien les libellés, on dit Premier ministre, chef du gouvernement. Non, le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, et ça, c'est une décision volontaire qui a été prise effectivement par le chef de l'État. Alors, les turiféraires du président de la République vont vous dire, mais attendez, le chef du gouvernement peut organiser comme il veut, et ils ont raison, comme il veut effectivement son gouvernement, en nommant par exemple un Premier ministre, pas comme Premier ministre dans le texte, mais dans la lettre, à savoir comme coordonnateur de l'action gouvernementale. Vous allez me dire, Christian, que je pinaille un peu, mais c'est assez intéressant de voir comment, en fait, notre Constitution est utilisée. Et vous avez un certain nombre de gens de l'opposition à juste titre qui vous disent, en effet, que le président de la République dirige hors texte, hors Constitution. Alors, c'est un débat qui peut être mineur, mais qui est assez intéressant Non, c'est très pour voir. intéressant, Lucien Pombou, mais revenons sur la nuance, puisque vous parlez, pour ceux qui nous suivent, hein, les jeunes Congolais aussi qui Oui, vont bien sûr. peut-être comprendre, la nuance entre un Premier ministre chef de gouvernement. Oui, un ministre chef de gouvernement, c'est un ministre, en effet, qui a une responsabilité devant le Parlement. Donc, ce ministre-là, peut-être, peut faire l'objet d'une motion de censure, ce qui n'est pas le cas dans, effectivement, ici, avec le Premier ministre Makosso, qui est nommé par décret, donc il n'est pas responsable devant le Parlement, mais il est responsable devant le président de la République et Mais Est-ce uniquement que, est-ce que devant. ça veut dire que Denis Sassou Nguesso nomme un Premier ministre juste pour s'en servir comme fusible, c'est ça? C'est-à-dire tous ces échecs, en fait, c'est le gouvernement qui subit les coûts de ces échecs. Parce que généralement, et j'ai longtemps entendu ça, lorsqu'on dit, oui, les ministres ne travaillent pas bien, le Premier ministre Oui, fait très mal, alors que il y a quelqu'un qui détient les vrais pouvoirs de ce poste. Et c'est là que je voudrais aussi comprendre, finalement, peut-on être Premier ministre sans être chef de gouvernement? C'est ça. mais c'est le cas là. Le problème, c'est le cas. Le problème, c'est que les membres de l'opposition ne regardent pas assez au fond les textes juridiques, cher Christian. Quel est le problème qui est posé là? Cela a commencé depuis Clément Mwamba. Clément Mwamba, en 2016, donc a été nommé Premier ministre. Bien entendu, il n'appartenait pas à la majorité présidentielle. Et il a été nommé Premier ministre simplement par décret du président de la République. Ce qui était considéré au départ comme provisoire est devenu la norme. Et cette norme-là, on voit bien, elle est appliquée en 2021 avec la nomination par décret de M. Makosso et en 2026, rebelote, le 23 avril, par nomination par décret de M. Makosso. Et alors, il y a derrière, je pense, un élément politique très, très important. Le président de la République est chef de gouvernement, c'est lui qui conduit la politique de la nation, c'est le chef de l'État, mais il est en même temps chef du gouvernement. Sauf que on nous présente un premier ministre qui n'a pas la fonction de chef de gouvernement, mais qui l'a dans la lettre, c'est-à-dire dans la désignation par décret par le chef de l'État. Donc, quand il y a effectivement des problèmes, c'est pas le président de la République qui est chef de gouvernement dans le texte qui en subit les conséquences, mais bien le Premier ministre. Alors, mais que peut-on comprendre dans la reconduction, puisque c'est la troisième fois, hein, il vient d'être Oui. reconduit pour la troisième fois, la reconduction d'Anatole Coliné Makosso comme Premier ministre? Que Alors, peut-on comprendre par là? oui, alors d'abord, le président de la République met souvent l'accent sur les notions de stabilité. D'abord, il stabilise le poste de Premier ministre. Ça, c'est la première chose.
Donc, ça veut dire, quelque part, si vous m'avez bien compris, cher Christian, ce qui était provisoire euh, et qui n'est pas reconnu par la Constitution est devenu par la pratique quelque chose de normal, une norme, premièrement. Donc, il y a une stabilité des institutions, puisque le Premier ministre est chef du gouvernement, alors que dans les textes, il ne l'est pas dans les textes constitutionnels. Deuxièmement, euh, il semble que le Premier ministre Makosso est quelqu'un considéré comme affable et ce que j'appellerais, c'est pas péjoratif ce que je dis, comme une espèce de moine soldat qui a appliqué, en effet, tout ce que le chef du gouvernement, qui n'est pas lui, Makosso, a édicté, a mis en place. Troisièmement, il semble que s'il le reconduit, euh, est-ce qu'il va le reconduire sur toute la mandature, c'est-à-dire tous les 5 ans? Ou bien est-ce qu'il le reconduit parce que le président aurait en tête un certain nombre comment dirais-je, de décisions à prendre, comme par exemple la mise en place d'un poste de vice-président, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, donc réviser la Constitution. Et il semble que le le Premier ministre Makosso, d'abord par sa formation juridique, est quelqu'un comment dirais de disponible intellectuellement pour aider le président à aller jusque-là. Bon. La troisième chose, euh, quoi que l'on dise, le Premier ministre Makosso est arrivé au mois de mai 2021 dans une situation politique assez différente, marquée par les problématiques sanitaires de la Covid. Bon, il a fait ce qu'il a pu, mais il est allé beaucoup plus loin dans enfin, comment dire, dans le fonctionnement de l'économie. Il a apporté un certain nombre de réponses qui ne sont pas définitives, mais des réponses, par exemple, au niveau de la gestion du ratio de la dette par rapport au PIB, qu'il a trouvé autour de 120, il a ramené autour de 97, même si Non, mais ce ratio évidemment, est parce que vous parlez de la dette, lorsqu'on lui parlait de la dette qui était à 120%. Il niait d'ailleurs, il refutait pour dire que non, ce n'était pas vrai. Il arrivait que sur vos antennes, les gens montaient la dette à 107, 108%. Toujours est-il qu'effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est autour de 91%, si je ne m'avance pas trop, mais 91%. Une baisse de 7 points. Oui, déjà. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à atteindre les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire ramener la dette à 70%. On espère pouvoir y arriver. Vénérable sénateur, oui, nous devons garder l'espoir. Nous devons rester optimistes. Les résultats sont encourageants car les derniers indicateurs qui m'ont été communiqués montrent que par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement qui était à 116% maintient sa tendance baissière. Depuis 2020, la dette du Congo s'est envolée. Elle est passée de 6 596 milliards à 8 535 milliards de francs CFA, soit 13 milliards d'euros. Cela représente une hausse de 29% en 4 ans. Ces chiffres proviennent du rapport annuel de la dette publique qui vient d'être publié. À son arrivée à la tête du gouvernement en 2021, Anatole Koné Makosso, le Premier ministre congolais, avait promis de rendre cette dette soutenable. Mais malgré les accords avec le FMI, ce n'est toujours pas le cas. Depuis 2021, 3 ministres des Finances ont été limogés en raison de leur gestion des recettes publiques. Un an après, on se retrouve avec une dette qui avoisinait presque les 100% du PIB congolais. Donc là aussi, il y a un petit souci. Oui, tout à fait, Christian. Vous avez raison. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. C'est-à-dire que il a réussi globalement un peu à baisser la dette, mais elle est repartie. Pourquoi est-elle repartie, Christian? Simplement parce qu'il faut savoir que entre novembre et décembre 2025, en effet, le Congo a emprunté autour de 930 millions de dollars sur le marché de Londres, bien entendu, auprès des investisseurs privés. Et ensuite, assez récemment, ils ont encore emprunté 700 millions de dollars, ce qui fait un total d'autour de 1630 millions de dollars. Alors, une partie de cette dette a été effectivement remboursée, mais attention, il y a une stratégie euh, économique et politique derrière ce remboursement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le marché traditionnel américain était fermé
en effet, au gouvernement congolais. En remboursant par anticipation une partie de la dette privée, eh ben, on s'aperçoit d'une certaine manière que le Fonds monétaire aujourd'hui ouvre quelque part des guichets, en fait, publics internationaux au Congo. Alors, Oui, mais mais pardon, cela, Lucien, est-ce que ce n'est pas là non plus une stratégie suicidaire que d'aller oui, euh, emprunter de l'argent pour rembourser les dettes? oui, Emprunter pour rembourser les dettes, mais je avec suis, des taux suicidaires, parce que dernièrement, nous apprenions que le Congo est reparti sur le marché international, mais cette fois-là, avec des taux qui culminaient autour de 9%, c'est ce qu'on a cru. D'autres parlaient même de 12-13%. Et moi, je pense que c'est suicidaire. Comment peut-on continuer? Et on est là dans un cycle infernal, il faut le dire, parce que le Congo, sous Denis Sassou Nguesso, depuis son retour d'ailleurs au pouvoir par les armes, le Congo est dans un cycle de surendettement chronique. vous avez parfaitement raison, Christian. Je n'enlève aucun iota à ce que vous venez de dire. Bon, C'est après, on vrai, me bon, dira que la dette, elle est normale parce que tous les pays sont dettes pour. Mais non, les non, non, dettes non, non, congolaises ne servent à rien parce que là, on va y revenir tout à l'heure sur oui, l'eau et l'électricité promis par bien sûr. Denis Sassou Nguesso, voilà, à échéance 2030, c'est ce que j'ai cru comprendre. On va y revenir tout à l'heure. Donc, tout l'argent qu'on est allé emprunter, c'est pour rembourser les dettes. Mais les dettes qui ont servi à quoi concrètement? Voilà pourquoi je Alors, disais tout à l'heure, c'est suicidaire ce que le gouvernement, j'allais dire Sassou Nguesso, parce que vous m'avez démontré que le Premier ministre n'est là que pour, voilà, c'est un Premier ministre de façade. C'est une stratégie qui interroge. oui, alors, Christian, vous avez parfaitement raison sur l'utilité de la dette. Une dette, par définition, vous l'avez très bien dit, euh, elle peut servir à développer ce que j'appellerais les dépenses de production, d'investissement. Mais si elle sert en effet à payer les dépenses de fonctionnement, et si elle devient simplement un outil de gestion de la politique économique, ce n'est pas bon. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Il n'y a pas de lecture claire là-dessus. Il n'y a pas de débat très clair là-dessus. Euh, on ouvre le champagne quand le Congo s'endette. Bon, dans quel pays sommes-nous? C'est-à-dire que vous avez les hommes politiques qui vous disent ah mais voilà, le Congo est admis sous les marchés financiers, donc le Congo se porte bien. C'est faux, parce que normalement l'endettement dans l'analyse économique, si le taux d'endettement est inférieur au taux de croissance de l'économie, ça veut dire qu'une économie peut parfaitement rembourser sa dette. Or, le problème central dans l'analyse économique dans notre pays et dans le fonctionnement de l'économie, c'est que le taux, effectivement, de l'endettement est supérieur au taux de croissance attendu. Alors, pourquoi ce choix? Ce choix parce que il me semble que, et là on peut revenir en fait au discours du président, il y a un discours en fait de politique économique, il y a un discours de diversification de l'économie, mais dans les faits, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? D'abord parce que le Parlement ne joue pas son rôle de contrôle, mais comment voulez-vous qu'il joue son rôle de contrôle puisque le Parlement est de la même couleur en fait que la majorité, enfin que la majorité présidentielle, que le parti soutient le président. Donc ce n'est pas possible. Et puis, il faut dire les choses, nos députés ne sont pas formés à l'analyse économique. Et donc, en effet, ils font la claque et quand on s'endette, ils pensent que l'endettement va être un moyen de soulager effectivement les problèmes de notre économie. Alors, par rapport à cet endettement, et j'espère que le nouveau cabinet, enfin, la nouvelle gouvernance Makoso va réfléchir effectivement sur les moyens de canaliser cette dette et de l'orienter vers en fait des dépenses productives dans l'agriculture bien entendu, dans l'industrie, dans les services, dans le numérique. Mais ce que je viens de dire là, s'il vous plaît, Christian, c'est comme si, d'une certaine manière, j'essayais de verser de l'eau dans le sable du désert. C'est que pour faire ça, il faudrait que le président soit d'accord. Or, le président est le chef du gouvernement, je le répète encore, et que le Premier ministre n'est que le coordonnateur. Donc, ça veut dire que, quelles que soient les décisions que peuvent prendre Makoso, ce sont des décisions qui sont neutralisées. Et pourquoi elles sont neutralisées?
parce que je pense que le président de la République est dans un discours global, mais non pas dans un discours technique. Et voilà pourquoi aussi en partie notre pays subit ces problèmes que nous subissons d'eau, d'électricité, etc. Alors, la question de la dette, si je reviens là-dessus, euh, est une question centrale. Pourquoi? Parce que on aurait pu le penser, si on était un peu logique, que cette dette servait, par exemple, à payer les arriérés, effectivement, de salaire, servait à payer les pensions, servait au gouvernement à rembourser, comment dirais-je, l'endettement donc intérieur vis-à-vis des opérateurs économiques. Or, cette dette, en fait, on ne sait pas très bien où elle va. Alors, Oui, ben le c'est la président grande question que tout le monde se pose, Lucien. Où va l'argent du Congo? Dans le même temps, on s'endette. Le Congo, c'est quand même le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec une capacité de production, je crois, actuellement de 500 000 barils par jour. Le Congo exporte le bois, le Congo exporte les minerais, on peut les citer comme ça. Et où va donc l'argent du Congo? Moi, j'insiste là-dessus parce que j'ai aussi entendu dire le ministre Yoka, le ministre des Finances, dire qu'il est devenu difficile, sinon un casse-tête chinois, pour financer l'avenir de nos enfants. C'est lui qui le oui, déclare. Donc le patron du département des finances qui dit, voilà, c'est un scandale de savoir que nous ne pouvons plus financer, nous ne pourrons plus financer l'avenir de nos enfants. C'est lui qui le déclare. Et il y a eu un moment où, lorsque le Congo a levé, je crois, sur le marché international un eurobond, hein, autour, je crois, de oui, 670 tout à millions fait. de dollars, on nous a expliqué que cet argent allait servir pour payer la dette intérieure. Et curieusement, quelques semaines après, nous avons entendu ce coup de gueule des opérateurs économiques congolais pour dire qu'ils n'ont pas été payés. Les chefs d'entreprise issus de l'intersyndicale des opérateurs économiques sont montés au créneau suite au non-paiement de leurs créances 2024 et 2025. Des situations pourtant acquises, mais qui restent sans solution à cause de ce qu'ils qualifient d'attitude sélective de la tutelle. Il s'avère que, quand ils ont publié les créances de la CCA, ils ont sélectionné par rapport à leur affinité. Par rapport à cela, nous avons sollicité des audiences auprès du ministre des Finances. Pas de réponse. Nous avons sollicité des audiences auprès de la primature, auprès de la commission économique de l'Assemblée nationale, la commission économique du Sénat. Nous travaillons avec l'État. C'est notre partenaire. Comment il se fait que pour commencer à payer, il faut sélectionner, il faut trier? Ces entrepreneurs qui croupissent sous le poids des engagements de leurs employés et certaines banques appellent au paiement de leurs créances pour des services réalisés au bénéfice des administrations publiques. Est-ce que cet argent avait été finalement, ils sont allés prendre cet argent pour battre campagne avec? C'est ce qu'on est en train de dire ici. Quand la dette ne sert à rien, elle devient un danger pour le pays. Et c'est là, évidemment, je disais, mais cette logique des dettes, en fait, ce cycle infernal de surendettement chronique du Congo, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et qu'est-ce que le gouvernement Makosso peut-il vraiment faire pour le Congo dans les 5 ans à venir, lorsqu'on a Il y a une deux, telle ré- réalité? il y a deux réponses à votre interrogation posée avec justesse, Christian. D'abord, cet endettement, est-ce qu'il va continuer? J'ai bien peur que oui, que cet endettement va continuer. Alors, je vais essayer d'en faire rapidement la démonstration. Une partie de nos ressources exploitées par les compagnies étrangères, pétrole, bois, mines, etc., sont d'une certaine manière gagées contre de l'argent qui est remis en effet au gouvernement congolais. Alors, gagées pourquoi? Comme le Congo a des problèmes en fait de gestion budgétaire, une partie de cet argent qui devrait revenir dans les caisses du Trésor, en effet, sont quelque part à moitié pris par les compagnies qui exploitent nos minerais et notre pétrole. Ça, c'est la première chose.
Et donc, du coup, Oui, mais l'argent qui revient au Congo, parce que ça aussi c'est un mais problème. oui, On a mais longtemps j'y viens. voulu nous démontrer que tout l'argent du Congo est capté par voilà, ces multinationales étrangères, alors qu'il y a Non, une non, part qui non, non, revient pas au du tout. Congo. Il y a une partie de l'argent qui revient au Congo, Christian. Le problème, c'est que la traçabilité de cet argent pose problème. Pourquoi il pose problème? Il pose problème parce que quand il revient dans les coffres du Trésor ou dans d'autres structures, vous voyez ce que je veux dire, eh Mhm. ben, on perd trace de cet argent. Mais pourquoi perdre trace de cet argent? Parce qu'il y a des problèmes de corruption, simplement, un. Deuxièmement, parce qu'il y a des problèmes d'évasion fiscale. Deux, parce qu'il y a le problème de malutilisation, effectivement, de l'argent. Et ce qui donne à penser que si nous ne faisons pas attention, chaque question, on risque de devenir comme certains pays du sud-est asiatique. Vous avez un port au Sri Lanka qui est entièrement détenu par la Chine parce qu'ils ont été incapables de rembourser les dettes. J'espère que le Congo, dont le président nous a dit que nous avions effectivement énormément de richesses, mais en analyse économique, une richesse, je dirais, naturelle n'a pas beaucoup de sens. Elle devient richesse lorsqu'elle est valorisée économiquement. Et j'ai bien peur que certains opérateurs, comme les Chinois, qui détiennent une grande partie de notre dette, deviennent un jour propriétaires de ce pays-là. Alors, c'est pas simplement des analyses, je veux dire, théoriques ou de salon, mais c'est une réalité vers laquelle nous allons. Et la question que de Makosso et sa difficulté en même temps, c'est de pouvoir, en effet, euh, tracer le retour, en effet, vers le Congo de, des exportations de pétrole, de bois et de minerais. C'est ça la première question. Sera-t-il capable, en tant que Premier ministre, okay, de poser la question où va l'argent? Écoutez, à mon humble avis, et il ne peut En pas tout le cas, faire parce qu'il Lucien n'est pas chef de Pambou, gouvernement. j'ai bien envie de dire que là, vous lui demandez un peu trop parce que voilà, je ne Parce vois qu'il n'est pas pas, chef de gouvernement. Il n'est pas chef de évidemment, gouvernement, c'est le chef de l'État qui décide sur évidemment. tous les niveaux. Et donc, le Premier ministre ne peut que utiliser ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui laisse. Il ne s'agit pas d'excuser le Premier ministre, mais il a, de par la Constitution et de par la pratique politique, qui est point lié. Alors, on peut dire, pourquoi a-t-il accepté d'être conduit? Ma réponse, elle est simple, pour inscrire, comme je l'ai déjà dit, de façon personnelle, son nom, effectivement, dans le marbre de la République. Bien évidemment, Lucien, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque Anatole Collinet arrive, bon, il vient rencontrer donc cette pandémie, hein, qui a frappé presque le monde entier. Là encore, on pouvait comprendre, mais bien après, le Congo avait redémarré, les années 2022, 2023, le Congo a engrangé beaucoup d'argent pour son pétrole. Le pétrole était d'ailleurs vendu à plus parfois de 115 dollars le baril, hein, c'est 2002. 2022 plutôt. Donc ça veut dire que le Congo a engrangé de l'argent après que voilà, Anatole Kouliné Makosso ait pris ce poste. Le constat, après il a parlé des 12 batailles, mais on peut donc passer ces 12 batailles en revue. On se rendra bien compte que même les premières batailles, donc la santé, s'il faut le dire comme ça, il y a eu l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, les Congolais peuvent témoigner là-dessus. Rien n'a marché. C'est un échec cuisant. C'est le moins qu'on peut dire. Et le voilà reconduit. Et tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que déjà rien que la fonction qu'il incarne aujourd'hui, n'étant pas le vrai chef du gouvernement, il est quelque part quelqu'un qui va prendre des instructions pour faire ou ne pas faire, même quand il veut faire. Et parfois, il est limité parce que, bon, voilà, il n'a pas toutes les manettes. C'est un Premier ministre de façade. Alors, à quoi va donc servir
Anatole Koliné-Makosso, pour ce mandat-ci, est-ce que c'est pour, comme vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure, vous nous rappelez que c'est un jury, c'est pour servir de sale besogne, c'est-à-dire la modification de la Constitution, en y insérant le poste de vice-présidence et puis assurer très probablement la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils. C'est pour ça qu'il est là ou c'est... Parce que déjà sur le plan socio-économique, ben, je peux me tromper, il ne fera rien. Il ne fera rien parce que dès qu'ils ont commencé, après la prestation de serment, c'est-à-dire la cérémonie d'investiture, nous avons eu la première information. Et donc, c'est un mandat qui démarre par le FMI. Donc, ils se sont encore tournés vers le FMI. Donc, on comprend bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un cycle infernal, c'est-à-dire le surendettement chronique. Et c'est une stratégie de domination. C'est un pays qui est sous domination. Donc, voilà pourquoi je pense, sur le plan socio-économique, on ne peut rien attendre d'Anatole Koliné-Makosso. Et je posais donc la question de savoir s'il a été maintenu ou reconduit, est-ce pour ces sales besognes, c'est-à-dire assurer, s'activer autour de tous les mécanismes nécessaires pour assurer la succession de Denis Sassou Nguesso par, je ne sais pas si c'est son fils ou son petit-fils. Alors, Christian, je vous ai dit tout à l'heure que constitutionnellement, le Premier ministre, et vous l'avez répété avec justesse, n'avait pas effectivement d'existence constitutionnelle. Son existence est politique, liée simplement au fait que le président de la République, en tant que chef du gouvernement, a voulu nommer un coordonnateur qu'il est. Donc, sa marge de manœuvre est relativement étroite, complètement étroite. Vous avez rappelé avec justesse aussi que le Congo, pendant une certaine époque, effectivement, a engrangé de l'argent, bien entendu. Mais cet argent est parti où? Vous vous souvenez du discours du président à Kintélé, discours d'investiture, et même pendant sa campagne électorale. Il critiquait les voleurs, les corrupteurs, les corrompus, qu'il fallait leur faire la guerre absolument. Il vient de créer un ministère, le ministère effectivement du contrôle de l'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Bon, vous avez dans ma remarque la solution, c'est-à-dire que la corruption, le vol, l'évasion fiscale, ce sont en fait des procédés politiques, intellectuels pour rassurer la population, et dans les faits, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout le monde est corrompu à ce niveau-là. Bien, ils se tiennent tous, comme on dit vulgairement, par la barbichette. Bien, à quoi sert aujourd'hui M. Coligny-Makosso? Je pense que M. Coligny-Makosso, ce n'est pas une insulte quand je dis que finalement, c'est un moine soldat. Le moine soldat, c'est quelqu'un, effectivement, qui fait pas de problème, qui ne pose pas de problème. D'ailleurs, il est très affable, il est reconnu comme quelqu'un qui ne pose pas trop de questions. Il suit exactement la ligne politique édictée par le chef de l'État et chef du gouvernement, à savoir Sassou. Alors, la question centrale, pourquoi l'utilise-t-on? On l'utilise justement pour plusieurs choses. Je pense qu'il va apporter sa contribution dans la réforme constitutionnelle. Donc, la création du poste, effectivement, de vice-président. Alors, cette création du poste de vice-président, c'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si on y reviendra, mais je voudrais dire un mot très vite. Vous avez, si la Constitution, la révision constitutionnelle le permet, de créer un poste de vice-président, ça dépend si ce vice-président est nommé par décret ou bien s'il est élu comme, effectivement, par exemple, en Côte d'Ivoire, la Constitution de 2016, effectivement, fait que... Ils vont peut-être s'inspirer, pardon Lucien, ils vont s'inspirer peut-être, ce que je pense, ils peuvent s'inspirer de ce qui vient de se passer au Cameroun, c'est-à-dire par un décret, parce que, bon, pourquoi passer par l'Assemblée nationale, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne sert à rien, c'est une question de résonance. Donc, il peut être nommé, voilà, par le président de la République. Alors, il peut être nommé, mais les problèmes peuvent se poser en cas de vacance de pouvoir. Enfin bref, c'est un problème que
qui est juridiquement intéressant à poser, mais revenons Oui, à mais la votre vacance question de essentielle. pouvoir, pardon de vous arrêter comme ça. La vacance de pouvoir, évidemment, nous avons vu, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, ça circule encore sur la toile, une capture, je crois, d'une banderole pendant, évidemment, la campagne électorale, une Bien capture sûr. d'une banderole avec l'article 78 qu'il Oui, fallait modifier, la Constitution, oui. évidemment. Cet article porte sur la vacance du pouvoir si le président de la République est indisponible, voilà. Et en agissant sur cet article, c'est comme on était en train de dire tout à l'heure, c'est une façon de peut-être de proposer un article qui pourrait permettre à Denis Sassou Nguesso de nommer carrément. Bon, enfin, c'est une hypothèse que je pose. Alors, je réponds à ça, Christian. Euh, le titre 4 de la Constitution pose la question, effectivement, de l'article 217 à 220 de la révision constitutionnelle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien. La question, en fait, centrale, c'est pas tant la révision constitutionnelle de la Constitution, parce que, bon, on peut soit par référendum demander au peuple, bon, il faut les trois quarts, effectivement, de suffrage exprimé, soit par le Congrès, les 4/5, arriver à cette révision constitutionnelle. Bien. La question, c'est pas celle-là qui est juridiquement, juridiquement possible et techniquement possible. La question, elle est politique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ce vice-président-là sera élu ou bien il sera nommé? S'il est élu, il faut qu'il soit sur un ticket, comme aux États-Unis, bien entendu, avec le président de la République. Or, l'élection présidentielle est déjà passée. Donc, votre remarque sur la nomination par décret devient pertinente. Pourquoi elle devient pertinente? Parce que le président de la République peut, en effet, convoquer, soit convoquer le Parlement au Congrès pour faire passer la nomination, d'une certaine manière, de ce vice-président. Sachant que s'il est nommé par décret ce vice-président, à la différence, par exemple, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où le vice-premier ministre, le vice-président, pardon, est élu directement sur le même ticket avec le président de la République, et ben notre vice-président congolais, en cas de vacance de pouvoir, devra, en effet, sauf si on modifie la Constitution aussi, devra attendre l'élection Oui, mais présidentielle Lucien pour se Pombou, présenter. pardon, pendant que nous parlons de la Constitution, ça aussi, peut-être, il faut faire cette nuance, hein, il faut le dire. On va continuer évidemment à épiloguer autour de la Constitution, mais nous parlons d'un pays où la Constitution n'est pas respectée. Nous ne parlons pas d'un pays normal. Après, les gens pourront me dire si je me trompe, mais le Congo n'est pas un pays normal, c'est-à-dire ce n'est pas un pays où on respecte la Constitution. Et le monsieur qui est là, Denis Sassou Nguesso, se permet de tout. Tout ou presque. Et donc, même lorsque nous parlons de la Constitution, à la rigueur, c'est comme qui dirait, c'est mal nommer les choses. On est en train de parler du Congo, donc il faut s'attendre, puisqu'ils ont déjà annoncé, ils attendent de la réaction des populations. Si les populations ne s'opposent pas, ils vont passer en force, même si elles s'opposaient. Ils l'ont déjà fait. En 2015, on a vu ce qui s'est passé. Ils vont encore réitérer. Et surtout que maintenant, ils ont la main sur ce texte faussement appelé Constitution, que Denis Sassou Nguesso lui-même ne respecte pas. Donc, alors si c'est pour ce rôle que Anatole Koliné-Makosso a été retenu, vous vous posiez la question tout à l'heure de savoir s'il ira jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que cela peut intervenir au cours, c'est-à-dire avant la fin de ce mandat? Et ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il peut arriver qu'on nomme un vice-président en cours de mandat, bien sûr, et que Denis Sassou Nguesso s'estime, désormais incapable, indisponible pour continuer à assumer la fonction du président de la République de fait et que son fils le remplace en cours de mandat? Alors, Est-ce faisable? oui, réponse, Christian. Merci de poser ces questions parce qu'elles sont centrales. D'abord, je pense que
le Premier ministre va apporter sa contribution s'il faut effectivement réfléchir sur une révision constitutionnelle concernant la nomination d'un vice-président. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si en effet, vous avez dit qu'il n'y a pas de constitution, c'est vrai, les études. Non, mais moi je le dis, Lucien, vous avez constaté que Non, mais tout à fait. lorsqu'il a prêté serment, lors de la cérémonie d'investiture, il n'a jamais déclaré à son patrimoine. Alors déjà là, il est en Oui, bien violation de sûr. la Non, mais Constitution. Il est vous en avez même raison, temps le Christian. président du Parti congolais du travail, et pendant qu'il est en train de prêter serment pour dire bah, je jure de respecter, faire respecter la Constitution. Il est déjà en porte-à-faux avec la Constitution. Vous comprenez que Tout à fait. on est en train de parler de ce pays-là. Bon, qu'à cela ne tienne, prenons cela comme une hypothèse. Bon, voilà, la Oui, Constitution, elle est là, on peut la modifier. On modifie l'article, bien sûr, sur la vacance du pouvoir. Est-ce que je vois. Denis Sassou Nguesso peut, au cours du mandat, peut-être après une année, 2 ans, pourquoi pas, se déclarer ben, voilà, incapable de continuer ou Alors, indisponible et que, voilà, on peut assister à je ce vous, tournant-là, c'est-à-dire je son vous, fils prend-le. je vous réponds, Christian, non. Alors, je m'explique assez rapidement. Il peut, en effet, modifier, comment dirais-je, réviser la Constitution. Son fils arrive comme vice-président, bien entendu, mais la fonction de vice-président, justement, tout dépend des modalités par lesquelles il est arrivé. S'il est arrivé par décret, d'accord, eh ben, ce ne sera pas possible. Il faudra, alors si son père ne peut plus assumer ses fonctions, eh ben, il devient intérimaire. Mais là, ici, il faut modifier la Constitution. Il devient donc, de vice-président, devient président, vice-président jusqu'à la fin du mandat. Et à la fin du mandat, il y a des élections, en effet, qui se passent. Ça, c'est l'hypothèse, je dirais, maximale. Mais il y a une hypothèse courte, c'est-à-dire qu'on modifie la Constitution, il devient vice-président, et d'une certaine manière, on change un des articles de l'article, effectivement, 86 liant à la vacation, faire en sorte que le vice-président, alors qu'un certain nombre d'articles lui interdisent de se présenter à une élection pendant les 90 jours en cas de empêchement, devienne en fait candidat à la succession de son père. Je résume. Premièrement, il est nommé vice-président par décret. Son père s'en va. Que dit la Constitution? La Constitution dit qu'il faut que dans les 90 jours, qu'il y ait des élections qui soient organisées. 45, minimum 90 jours, soient organisées. Bien. Ensuite, normalement, les personnes qui sont en charge de l'intérim, comme lui, vice-président, n'ont pas le droit de se présenter à cette nouvelle élection, à condition, bien entendu, que l'on modifie un certain nombre d'articles pour le lui permettre. Et puis, deuxièmement, il faudra aussi modifier l'article qui dit qu'en cas d'empêchement du pouvoir, c'est le président du Sénat. Donc, il faudra modifier pas mal de choses pour que ceci soit possible. Alors, vous avez raison, Christian, quand vous me dites, nous sommes dans un pays où la Constitution n'a pas beaucoup de sens, pas beaucoup de signification. C'est vrai que l'on peut trouver, je vous le dis tranquillement, un tour de passe-passe pour faire en sorte que, c'est le vice-président, bien entendu, qui constate la vacation du pouvoir, c'est le vice-président qui continue effectivement l'action du président, et c'est le vice-président, au bout de 45-90 jours, qui, en effet, d'une certaine manière, puisse se présenter. Si on modifie totalement la Constitution. Mais sinon, en l'état actuel, ce n'est pas possible. Mais comme vous l'avez dit avec justesse, la Constitution n'a pas beaucoup de sens. C'est en fait un cadre juridique qui est utilisé plutôt pour des stratégies politiques. J'ai bien peur que cela puisse advenir. Alors, on revient donc sur le discours d'investiture, quelques volets bien entendu, hein, l'investiture de Denis Sassou Nguesso qui s'est déroulée à Kintélé. Au cours de ce discours, il est revenu sur l'accès à l'eau, enfin la problématique d'accès à l'eau potable et à l'électricité, et promettant bien entendu l'accès à 50%, 50% voilà, de la population
accès à l'eau d'ici à 2030. Et pour cela, il compte sur un programme voilà, de l'Union africaine. Curieux, non? 43 ans après, on continue à promettre l'eau et l'électricité stable aux Congolais, mais bien sûr en misant sur un programme international. Est-ce que ça se comprend, ça? Non, ça ne se comprend pas, Christian, je réponds tranquillement. Ça ne se comprend pas. Ça montre simplement que nous sommes Un lors aveu du d'échec alors, discours. qui Oui, ne peut c'est plus un aveu rien. d'échec. C'est un aveu d'échec, je le dis tranquillement. Nous sommes dans l'ordre du discours, nous sommes dans l'ordre des déclarations, des déclamations, parce que, attendez, l'eau, l'électricité sont des biens vitaux qui font l'objet d'une préoccupation d'abord nationale avant d'être internationale. Il faut être sérieux. Attendez, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre cela, que, en effet, le gouvernement congolais doit l'eau et à l'électricité, quitte d'une certaine manière à budgéter de façon formelle, à former les gens, etc. On ne peut pas attendre des organisations internationales qui nous apportent de l'eau et de l'électricité. C'est lamentable. Je le dis sincèrement comme je pense. Euh, et puis, quand on regarde ça, alors j'espère que le nouveau ministre de l'énergie et de l'hydraulique, M. Bruno Itoa, qui était aux hydrocarbures, va prendre en, va prendre en compte ces éléments très concrets, parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que Cotique a le pouvoir et peut-être on ne le laissera pas, ok, pour que, d'une certaine manière, les gens s'en satisfassent. Les gens ont besoin d'eau, les gens ont besoin d'électricité. Il est aujourd'hui ministre de l'énergie et de l'hydraulique. C'est donc à lui, avant que l'Union africaine ou d'autres organisations, de mettre en place une méthode de travail. Le problème, c'est que je reproche, attendez, j'ai pas la science infuse. Sincèrement, j'ai pas la science infuse, mais je regarde simplement, en tant que citoyen, un simple sachant, qui regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Pourquoi, Christian, je me pose la question. La plupart de nos ministres voyagent suffisamment à l'étranger. Ils regardent ce qui se fait. Pourquoi ils ne repliquent Ils ont pas même, ils ont même des familles installées à l'étranger. pourquoi ils ne repliquent pas pour le Congo ce qu'ils regardent à l'étranger? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Sommes-nous maudits? Sincèrement, je pose la question. Non, Sommes-nous maudits? non, Est-ce les que... Congolais ne sont pas maudits, plutôt ceux Non, qui non, c'est sont à une la question. tête du Congo qui sont maudits. Mais... Oui, c'est une question, Christian. Oui, quand je dis sommes-nous maudits, bien sûr, vous faites bien de dire en effet que ce sont les dirigeants. Oui, nos dirigeants ne regardent pas ce qui se fait. Bien, donc, alors, ils sont nommés ministres. Groupe pléthorique. Comment le gouvernement va mettre en place des éléments, en effet, de contrôle, des éléments, en effet, de révision, des éléments de compte rendu, trimestre par trimestre, voilà, c'est une proposition, pour que, en effet, les 10 axes que le chef de l'État, Sassou Nguesso, a mis en place, soient, en effet, poursuivis de façon claire. Tant qu'on ne fera pas les éléments de contrôle, tant qu'il n'y aura pas de compte rendu à la fois à la société civile ou aux populations, il faudra trouver des mécanismes, eh ben, ces gens qui ont été élus, nommés ministres, vont rester pendant 5 ans, vont travailler pour eux-mêmes, d'abord, il faut le dire, parce qu'être ministre, vous avez cité tout à l'heure les salaires, Christian, en plus, il faudrait rajouter de là des salaires, d'autres émoluments liés à la voiture, en nature, liés à la voiture, liés à un chef de cabinet, lié à un garde du corps, Oui, les etc. frais généraux, il y en a plein. Ils ont la Exact. gratuité Voilà, du carburant, donc, gratuité de voilà, téléphone, gratuité, gratuité etc. De d'électricité. l'époque, l'électricité. Et donc, ces gens-là, très bien qu'ils disaient, parce que la fonction existe. Mais il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils descendent sur le terrain. Et là, quand le président dit, j'y veillerai personnellement, on a envie de dire, monsieur le président, vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous allez y veiller personnellement? Comment? Méthodiquement? Comment vous allez faire? En effet, alors, il faut savoir aussi que dans le gouvernement, vous avez en fait des poids lourds, et des poids lourds qui n'obéissent que au président. Donc, le Premier ministre Makosso est déjà parti là sur un sentier difficile. Donc, difficile pourquoi? Parce que il faut coordonner, c'est le coordonnateur. Donc, pour que la coordination
soit normal, ben, il faut que tout le monde accepte d'obéir au Premier ministre. J'ai bien peur que dans ce gouvernement-là, où il y a des poids lourds, ok, que ça se passe comme ça. N'oubliez Oui, pas, évidemment, on a un pardon. vice-premier ministre. Nous allons donc à la fin de cette émission. L'heure est arrivée vraiment à la fin. Alors, donc, vous parliez tout à l'heure, nous parlions évidemment de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, qui pose encore problème au Congo-Brazzaville. Il a également évoqué l'emploi des jeunes. Tout le monde sait Oui, que c'est vraiment, oh, j'allais dire, le problème d'emploi au Congo-Brazzaville. Il faut parler d'un chômage endémique de la population congolaise, avec bien sûr 76% de sa population qui est jeune. Donc, et dans cette population donc, qui fait environ 4 592 000 jeunes de 0 à 35 ans, on compte près de 2 500 000 jeunes âgés de 19 à 35 ans qui sont à la recherche de l'emploi. Vous imaginez, c'est une bombe à retardement. Alors, donc, il a parlé de l'emploi, de l'accès à l'emploi des jeunes, mais sans donner évidemment les chiffres, comment faire d'ailleurs, qu'est-ce qu'il entend faire pour évidemment absorber ce chômage. Est-ce qu'on est toujours là dans la logique des slogans, c'est-à-dire les discours, comme qui dirait d'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. oui, oui, Christian. Bah, écoutez, je ne veux pas revenir sur les chiffres que vous avez donnés. Il y a un nouveau ministre qui a été effectivement nommé. Bien, ces ministres qui sont nommés vont rejoindre leur ministère. Concernant la jeunesse, je pense que la jeunesse au Congo est considérée comme une quantité négligeable. Il y a un discours autour de la jeunesse depuis 2021, 2024, année de la jeunesse, mais il n'y a pas, en fait, de déroulé méthodique sur le terrain, il n'y a pas la façon de faire. Il y a des slogans autour de la jeunesse, bien entendu. Après, on s'étonne que cette jeunesse dérape, bien entendu. Je fais allusion ici au Rwanda, etc. Et donc, il n'y a pas du tout de regard très précis, pas de méthode, pas de budgétisation. Alors qu'il faudrait créer un pacte vraiment social sur la jeunesse, où on commence effectivement de l'école, la formation, la méritocratie et l'emploi. Et donc, dérouler, en effet, de façon méthodique. Alors, que le président de la République descende dans l'arène, puisqu'il a dit qu'il y veillera personnellement. Il ne suffit pas de dire aux jeunes, créez votre entreprise, on en crée comment, pas simplement Oui, avec mais des slogans. évidemment, à ce niveau-là, pardon, Lucien, est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Dans le même temps, on parle d'un programme formation, emploi des jeunes, parce que évidemment, les jeunes sont dans le besoin. Je vous ai dit, nous avons quand même le Congo qui compte donc 6 millions d'habitants. C'est le dernier, ce sont là des dernières statistiques de 2000, donc le recensement, voilà, de la population de l'habitat 2023 qui compte 6 millions d'habitants. Dans les 6 millions d'habitants, nous avons 2 500 000 jeunes en âge de travailler, donc qui ont besoin de l'emploi. Alors, on nous a parlé de l'année de la jeunesse, après ils sont revenus sur leur déclaration ou leur promesse, et pendant la campagne, on a entendu dire, Denis Sassou Nguesso, il n'y a plus assez de postes d'emploi dans la fonction publique, prenez-vous en charge et l'État va vous accompagner. Est-ce que c'est pas un paradoxe ou je ne sais pas, est-ce que c'est une complémentarité dans la Non, stratégie de... non, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de complémentarité, c'est simplement lunaire. C'est lunaire, Christian. C'est-à-dire que Ah bon. cette jeunesse, en effet, pour la plupart, ils sont nés, ils n'ont vu que le président Sassou, et donc leur dire ça, on les a biberonnés à la fonction publique, et on leur dit maintenant c'est pas possible. Alors, il faut expliquer, voilà, s'il n'y a pas la fonction publique, voilà les possibilités que vous allez avoir. Or là, on leur dit, on leur balance comme ça. Ça avait commencé déjà avec le Premier ministre Makosso. Et puis le président l'a repris en disant ben, la fonction publique ne peut plus recruter effectivement les gens. Très bien, il n'y a pas de problème, le modèle a changé. Euh, le Congo, dont on pensait que les boulots ne pouvaient être que fonctionnalisés, ne l'est plus, mais il faut le dire aux gens, il faut Mais mettre je en pense que place des pratiques concrètes. ça va aussi avec le système éducatif.
Au Congo, le système d'éducation est tel que les gens sont formés pour aller dans la fonction publique. Lorsqu'on dit aux jeunes de se prendre en charge et l'État va vous accompagner, il faut créer un cadre pour former ces Bien jeunes sûr. qui doivent se prendre en charge. Sinon, comment vont-ils faire? Oui, je suis d'accord avec vous, Christian. Bien sûr, quand je parlais dans le pacte, effectivement, de la jeunesse, l'école, formation, mérite, qualification, il faut expliquer, il faut que, alors, il y a des ministres, il y a le président, il y a le premier ministre, mettre en place des structures nouvelles de formation. Alors, il y a comme ça, de temps en temps, des écoles privées qui émergent comme ça au Congo, mais sans, je dirais, lien critique, comme on le dirait en analyse économique de la programmation, sans lien critique avec les chaînons, par exemple, gouvernementaux, il n'y a rien. Et donc, cette jeunesse à qui on parle pour parler, en fait, bon, d'abord pour moi, c'est de l'ordre dormante, mais c'est une bombe à retardement, et on sait très bien qu'une jeunesse qui n'est pas formée, une jeunesse qui n'est pas qualifiée, une jeunesse qui passe son temps à tendre la main, dont on utilise, que l'on utilise politiquement, n'est pas une jeunesse qui peut promouvoir le développement. Donc, quand on parle d'accélérer la marche vers le développement, c'est accélérer aussi la marche vers la formation et l'éducation de nos jeunes. Sinon, pas d'éducation, pas de développement, pas d'accélération, ce ne seront que des freins. Mais pour accélérer la marche, il faut qu'il y ait d'abord un fondement. Or, là, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de début. On va accélérer quoi concrètement? C'est la question qui reste donc posée. On y reviendra prochainement. Lucien Pambou, à moins que vous ayez une préoccupation de dernière minute, je vous laisse donc les secondes qui nous restent pour conclure. Écoutez, Christian, la simple préoccupation, c'est d'abord que l'on prenne en compte les conditions de vie des Congolais. L'eau, l'électricité, l'enseignement, l'éducation, l'emploi. Et puis, ça c'est l'aspect global, mais pour arriver à cet aspect, faut-il encore que le gouvernement mette en place une politique managériale où les compétences, les techniques, les contrôles, les vérifications sont en permanence en lien avec ce que vivent les Congolais sur le terrain. On a l'impression qu'ils sont dans leur tour de Pise, même si la tour de Pise penche un peu, effectivement, et qu'ils ne s'occupent pas des Congolais. Le président Sassou a fait un discours. Euh, il faut maintenant quitter les slogans et aller vers les actions et puis évaluer les résultats. Merci Lucien. Bon, je rappelle que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, professeur des sciences économiques et politiques, cofondateur et premier secrétaire du CRON, le Conseil représentatif des associations noires. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec vous parce qu'au moins avec vous, on va à l'essentiel, on ne reste pas dans l'événementiel. Merci encore Christian. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Aidez-nous donc à parfaire notre référencement. Cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions sur les questions que nous venons d'évoquer avec Lucien Pombo. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.